Mes parents m'ont exclu de la fête de Noël car ma sœur se sentait mal à l'aise. J'ai appelé la salle, annulé tout. Celui qui paie vient d'être rayé de la liste. Ils vont vite regretter leur choix. Je me brossais les cheveux avant de me coucher lorsque le SMS a illuminé la pièce sombre, sa lueur fendant le silence comme le vent froid se glisse sous le seuil d'une porte. Il était près de 23h30, trop tard pour un message qui commencerait en douceur, et celui-ci ne le faisait pas. 3 lignes, sans salutation, sans explication, sans gentillesse. Camille, ne viens pas demain. Charlotte se sent mal à l'aise en ta présence. C'est mieux pour la famille si tu passes ton tour cette fois-ci. Pendant un instant, j'ai juste fixé l'écran, laissant les mots s'imprégner, puis peser, puis trancher. Mal à l'aise en ma présence. La fête de Noël pour laquelle j'avais payé, le lieu que j'avais réservé, le vin que j'avais précommandé, le salon privé que j'avais décoré avec des touches dorées et blanches parce que maman avait dit qu'elle voulait quelque chose d'élégant cette année. Ma propre famille me demandant de ne pas assister à un dîner que j'avais financé, c'était comme sortir de ma propre vie et regarder quelqu'un enfermer discrètement la porte de l'intérieur. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas de la colère, pas encore de la peine, juste le déclic froid et net d'une prise de conscience. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement fait défiler jusqu'au numéro du restaurant, j'ai appuyé sur « Appeler » et, quand le gérant a répondu joyeusement, j'ai dit « Annulez tout ». La personne qui paie vient d'être retirée de la liste. Le silence qui a suivi ressemblait à de la neige fraîche, pure, intacte et terriblement honnête. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté là, sentant le calme remplir la cuisine. C'était étrange comme un message si court pouvait donner l'impression de toute une enfance qui s'effondre. Je suis allé au salon, j'ai allumé la petite lampe près du canapé et je me suis assise, fixant les guirlandes lumineuses que je n'avais jamais pris le temps d'enlever depuis l'année dernière. Elles clignotaient doucement, baignant la pièce d'une lueur douce qui semblait presque moqueuse. J'ai su instantanément qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu soudain, les familles ne vous éjectent pas de Noël du jour au lendemain. C'était l'étape finale de quelque chose qui s'était construit pendant des années, lentement, subtilement et toujours enveloppé dans la même excuse, Charlotte est sensible. Toute ma vie avait été façonnée autour de cette phrase. Elle était la fragile, l'émotive, celle autour de qui on marchait sur la pointe des pieds. J'étais la stable, la forte, celle que maman félicitait de ne pas rendre les choses plus difficiles. Toutes ces louanges s'étaient transformées en obligations, et toute cette obligation s'était transformée en attente. Mais le voir écrit noir sur blanc, ne viens pas, a fait monter en moi une vérité que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a éclairé la pièce d'une lumière plus dure, plus vraie. Mon curseur a survolé un fichier que je n'avais pas touché depuis des mois, dépenses-ménage-non-partagé.xlsx. Le nom seul a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine. J'ai cliqué. Des rangées de chiffres ont rempli l'écran, minuscules et implacables. Des années de reçus, de paiements, de virements. Tout ce que j'avais discrètement couvert parce que quelqu'un devait le faire. Les factures de services publics en retard de Charlotte, les soins dentaires de maman, les médicaments de papa, les paiements de loyer quand Charlotte oubliait, les réparations d'urgence pour une voiture qu'elle avait accidentée et pour laquelle elle ne s'était jamais excusée. Des milliers de petits sauvetages cachés dans une feuille de calcul que personne d'autre n'avait jamais vue. Faire défiler, c'était comme remonter le fil de ma propre vie, en trébuchant sur chaque moment que j'avais laissé passer. Il y avait une ligne surlignée en rouge que je me souvenais à peine d'avoir créée, seconde hypothèque, signature inconnue. J'ai fixé cela jusqu'à ce que les mots deviennent flous. J'avais vu quelque chose il y a des mois qui ne collait pas, quelque chose à propos des dates ou des signatures, mais j'avais été trop fatigué pour creuser, trop habitué à tout porter, trop accoutumé à croire qu'il était de ma responsabilité de tout arranger discrètement pour maintenir la paix. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière. Soudain, j'avais de nouveau 13 ans, debout dans le couloir pendant que maman consolait Charlotte après une autre crise. Ne la contrarie pas, Camille, tu sais comment elle est. Ou 17 ans, quand j'étais allé chercher Charlotte après qu'elle ait heurté la voiture de quelqu'un et que maman avait murmuré, sois douce, elle est fragile. Ou 20 ans, quand papa avait perdu son travail et disait, ça va aller, alors que le remboursement de l'hypothèque prenait du retard et que la maison était sur le point d'être saisie. C'est moi qui avais appelé la banque. C'est moi qui avais fait le virement. C'est moi qui avais sauvé la maison. Et pourtant, me voilà, non invité à Noël. L'appartement autour de moi est devenu plus silencieux à mesure que ces souvenirs s'installaient, non pas douloureusement,
mais avec une sorte de clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais pas en colère, pas encore. Ce que je ressentais, c'était le lent déploiement de la vérité. Une vérité que j'avais enterrée sous la responsabilité, sous la culpabilité, sous l'illusion qu'être fiable signifiait être aimé. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin de lire un autre message m'expliquant pourquoi ma présence était inopportune. J'avais passé des années à être opportune. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'ai remarqué que ma main ne tremblait pas. Ça m'a surprise. Au lieu de m'effondrer, je me sentais stable, plus stable que je ne l'avais jamais été en jouant ce rôle pour eux. C'était comme si le message avait décroché quelque chose de lourd que je traînais depuis des années. Le fichier sur mon ordinateur portable brillait faiblement de l'autre côté de la pièce. Je suis revenu et j'ai fait défiler la liste plus loin, parcourant des années de contributions silencieuses. Les cours ratés de Charlotte, les médicaments saisonniers de maman, les paiements d'assurance oubliés de papa. Je pouvais retracer ma vie à travers ces chiffres plus clairement que dans n'importe quel album de photos de famille. Quelque part entre le défilement et la respiration, j'ai réalisé que Noël n'était pas la première fois qu'il m'excluait. C'était simplement la première fois qu'il le disait à voix haute. J'ai fermé la feuille de calcul lentement, laissant le couvercle se refermer avec un léger clic. Je me suis assise dans la pénombre, écoutant le faible bourdonnement du chauffage, sentant le poids de la nuit s'installer autour de moi. Ce n'était pas de la solitude, ce n'était même pas un chagrin d'amour. C'était une reconnaissance, froide, claire, impossible à ignorer. Demain ne serait pas le Noël auquel il s'attendait. Ce serait le Noël où j'ouvrirais enfin les yeux. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude, de ce genre de sommeil qui ne rafraîchit pas tant qu'il ne permet au corps de s'éteindre un moment. La lumière qui filtrait à travers les stores était douce et froide, le genre de soleil d'hiver qui ne réchauffe pas vraiment. Mon téléphone était face contre table sur la table de nuit. Pas d'appel manqué, pas de message demandant si j'allais bien. Rien de maman, rien de papa, et certainement rien de Charlotte. Pendant un instant, je suis resté immobile, à l'écoute du silence. C'était étrange à quel point une famille pouvait rapidement faire de quelqu'un un fantôme. La conversation de groupe a sonné 2 fois pendant que je me brossais les dents. Un autocollant de sapin de Noël animé de Charlotte, un emoji cœur de maman juste en dessous. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a mentionné l'annulation. Personne ne semblait remarquer l'absence de la personne qui avait payé pour toute la célébration. J'ai fixé le petit fil de message et j'ai senti quelque chose de subtil changer en moi. Ce n'était plus de la douleur, c'était de la clarté. Je suis allé au salon, je me suis assise sur le tapis et j'ai rouvert mon ordinateur portable. La feuille de calcul est apparue comme par réflexe. Des rangées de chiffres, de dates, de notes. Toutes les pièces de ma vie que j'avais essayé de garder en ordre pendant que tous les autres éparpillaient les leurs aux 4 vents. Les premières entrées étaient minuscules, presque mignonnes avec le recul. De l'argent pour l'essence pour papa quand son camion ne démarrait pas, 50 € pour les frais de scolarité oubliés de Charlotte. 85 € pour une facture de service public que maman jurait avoir déjà payée, mais qui ne l'était pas. De petits sauvetages, de petits sacrifices, tout cela si normal à l'époque. Faire défiler ces premières années, c'était comme feuilleter un vieux journal intime. La version de moi qui croyait encore qu'intervenir était de l'amour, qu'être fiable signifiait être désiré. Je me suis arrêté sur une entrée datant de mes 20 ans, aide hypothèque 5800 € urgent. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique. Maman feignant d'être calme, papa disant qu'il trouverait une solution, la panique sous chaque mot. J'étais rentré ce week-end-là et j'avais payé les arriérés sans leur dire. J'avais dû vider la plupart de ce que j'avais économisé. Je pensais qu'en sauvant leur maison, j'ancrais notre famille. Je ne savais pas que je ne faisais que renforcer l'histoire qu'ils m'avaient racontée toute ma vie, Charlotte était la fragile et j'étais la forte. Charlotte avait besoin de protection, j'étais la protectrice. Charlotte semait le chaos, je nettoyais. Et le plus fou, c'est que je n'en avais même pas de ressentiment à l'époque. J'y croyais. Je croyais qu'être stable était mon rôle, quelque chose de noble, quelque chose de choisi. Pas quelque chose qui m'avait été assigné avant que je sois assez grande pour en comprendre le poids. J'ai avancé de quelques années. Le nom de Charlotte a commencé à apparaître plus souvent. Des assurances auto non payées, des frais d'inscription à l'IUT pour des cours qu'elle n'a jamais terminés, un achat de maquillage de 400 € qu'il a mis à découvert et qui a atterri d'une manière ou d'une autre entre mes mains pour être réglé.
Elle en riait toujours. Maman soupirait toujours et demandait, juste pour cette fois. Ce n'était jamais juste une fois. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs remonter à la surface. Charlotte pleurant parce qu'elle avait raté un partiel qu'elle avait à peine révisé, maman me disant de ne rien dire qui puisse la contrarier. Charlotte se faisant arrêter par la police et m'appelant moi, pas maman, pas papa, pour que je vienne la chercher. Je me souviens d'avoir pris la route au milieu de la nuit parce que personne d'autre ne pensait devoir le faire. Tu es la forte, disait toujours maman. Le compliment qui s'est transformé en chaîne. J'ai chassé ce souvenir et je suis revenu à la feuille de calcul. Les entrées plus récentes étaient plus sombres. Des chiffres qui grimpaient, des notes vagues et hâtives. Des paiements de loyer quand Charlotte a emménagé dans un appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre. Des débits de boutiques dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds. Des factures médicales que maman insistait n'être pas graves, mais qui finissaient toujours sur ma carte parce que l'assurance avait fait une erreur. En parcourant tout cela, j'avais l'impression de regarder une fuite lente inonder une maison entière. Au moment où j'ai atteint les 2 dernières années, le schéma était indéniable. Les dépenses n'étaient plus petites. Ce n'étaient plus des erreurs ou des oublis. C'étaient des attentes. Silencieuses, tacites. Le genre de choses sur lesquelles les gens construisent des structures familiales entières. J'ai cliqué sur l'entrée surlignée en rouge. Seconde hypothèque, signature inconnue. J'ai zoomé, étudiant l'image. C'était juste un aperçu flou, le genre de photo que quelqu'un prend à la hâte. La signature était censée être celle de papa, mais la courbe du R était fausse, l'inclinaison était fausse, tout était faux. Un frisson m'a parcouru. J'ai essayé de me souvenir quand je l'avais surligné. Était-ce au printemps dernier? L'été dernier? Je me suis souvenu d'avoir remarqué l'incohérence, de m'être dit que quelque chose ne collait pas, mais j'avais dû laisser passer. Trop de feu à éteindre, trop d'urgences étiquetées juste pour cette fois. Mon esprit est revenu à un autre souvenir, un souvenir auquel je n'avais pas pensé depuis des années. J'avais 17 ans et Charlotte avait accidenté une voiture empruntée. Maman avait paniqué et m'avait supplié, « S'il te plaît, ne dis pas à ton père comment c'est arrivé, il ne peut pas gérer ça en ce moment. » Papa, quand il l'a découvert, n'a pas crié sur Charlotte. Il m'a regardé et m'a dit, « Pourrais-tu couvrir la réparation jusqu'à ce qu'on arrange les choses ?» Je l'ai fait, bien sûr que je l'ai fait. Maintenant, en fixant cette ligne de seconde hypothèque, j'ai senti une vieille vérité remonter. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour absorber une erreur, ils me choisissaient. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour cacher un désordre, ils se tournaient vers moi. Et chaque fois que Charlotte avait besoin d'une échappatoire, ils m'utilisaient comme coussin. J'ai fait défiler à nouveau. Suivaient des centaines de petites transactions, mais elles racontaient une histoire plus grande. Charlotte vivait bien au-dessus de ses moyens. Des soins de la peau de luxe, des voyages improvisés, des frais de VTC à 2 heures du matin, des courses dans des épiceries fines loin de son appartement. Je me souviens que maman avait dit un jour, « Charlotte est créative avec son argent. » Non, Charlotte était créative avec le mien. Une douleur aiguë s'est propagée dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour, mais une reconnaissance. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas surprenant. C'était simplement la première fois que je m'autorisais à le voir sans en adoucir les contours. J'ai fermé l'ordinateur portable un moment et je me suis frotté le visage. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du chauffage. L'horloge sur le mur égrenait les secondes, un son que je trouvais habituellement réconfortant. Maintenant, il me rappelait juste combien d'années s'étaient écoulées pendant que je restais immobile pour maintenir tous les autres à flot. J'ai repris l'ordinateur portable, faisant défiler les Noëls passés. De petites notes que j'avais oublié d'avoir écrites. Pâtisserie pour la fête du bureau de Charlotte, couvert l'échange de cadeaux de maman, payé la compte pour le dîner de Noël 2021, Charlotte a découvert, encore. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Un Noël, il y a 2 ans, quand je suis arrivé en avance et que j'ai entendu maman et Charlotte chuchoter dans la salle à manger. Ne laisse pas ça traîner, avait dit maman. Si Camille le voit, elle posera des questions. Elle s'était tue quand j'étais entré. Quand j'avais demandé si tout allait bien, Charlotte avait dit, ne t'en fais pas, tu t'inquiètes trop. Je les avais crus. Maintenant, ce souvenir m'a frappé comme un camion au ralenti. Elle ne cachait pas une surprise ou un cadeau. Elle cachait des factures, des dettes, des preuves.
Je me suis adossé au canapé, la prise de conscience s'installant nettement. Il m'avait exclu de certaines parties de la famille bien avant d'oser m'exclure de Noël. Mon téléphone a de nouveau vibré contre la table. Je l'ai ignoré. Il n'y avait plus rien qu'il puisse dire ce soir que j'avais besoin d'entendre. La feuille de calcul brillait sur l'écran, un enregistrement silencieux de 14 ans passé à être la forte pendant qu'il construisait tout un écosystème autour du confort de Charlotte et de mon silence. Ce n'était pas une accusation, c'était un miroir. Et pour la première fois, je m'autorisais à y regarder droit dedans. Mes yeux sont revenus sur la ligne surlignée en rouge près du bas. Si cette signature sur l'hypothèque n'était pas celle de papa, alors qui avait signé? Et s'ils m'avaient caché ça, qu'est-ce qu'ils avaient décidé d'autre que je n'avais pas besoin de savoir? La pensée s'est installée dans ma poitrine, lourde mais claire. Quoi que ce soit, quoi qu'ils aient fait dans mon dos, cela allait plus loin que Noël, plus loin que l'argent, plus loin que le favoritisme. C'était un schéma. Un schéma que j'avais été trop loyal, trop optimiste ou trop fatigué pour voir. Plus maintenant. Je suis resté assise dans la cuisine, les deux mains enroulées autour d'une tasse dont je ne buvais pas, fixant la légère condensation qui glissait sur son flanc. L'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge murale, chaque clic résonnant comme un rappel que le temps avait continué d'avancer, même lorsque j'étais trop occupé à maintenir tout le monde à flot pour le sentir. La ligne surlignée en rouge de la feuille de calcul, seconde hypothèque, signature inconnue, flottait dans mes pensées comme un avertissement que j'avais ignoré. Maintenant que je l'avais revu, je savais que je ne pourrais plus détourner le regard. J'ai posé la tasse et j'ai ouvert ma boîte mail, avec l'intention de me distraire, mais mes yeux se sont figés sur un message enfoui dans un vieux dossier. Un email non lu de l'année dernière. L'objet était « Demande de clarification ». Il provenait d'un agent de crédit d'une banque locale de Tours. J'ai ressenti le même frisson que lorsque j'avais trouvé cette entrée sur l'hypothèque. J'ai cliqué sur l'email. Il était court, poli et terrifiant, « Veuillez confirmer les informations du garant pour la demande de votre parente ». Mon nom était listé en dessous de garant. Je n'avais jamais répondu, je ne l'avais même pas vu. Charlotte avait dû penser qu'elle avait eu de la chance cette fois-là. Peut-être avait-elle supposé qu'elle pourrait avoir de la chance à nouveau. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sentant mon pouce accélérer. Tous les petits moments que j'avais ignorés ont commencé à s'aligner dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle, des moments que j'avais balayés pour maintenir la paix, des moments qui prenaient maintenant une signification plus sombre. J'ai pensé à la voix de maman il y a des années, feutrée et pressée, me disant « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les factures ». À l'époque, je pensais qu'elle ne voulait pas me stresser. Maintenant, je réalisais qu'elle ne voulait pas que je pose de questions. Et j'ai pensé à Charlotte, souriant comme une enfant qui n'a jamais eu à faire face aux conséquences, laissant tomber des indices que je n'ai jamais pris au sérieux. Une fois, elle avait tenu ma carte de crédit pendant que je payais les courses et avait dit « Cette limite est tellement bonne, Camille. Je ne peux même pas imaginer en avoir une comme ça. » À l'époque, j'avais ri nerveusement et n'avais rien dit. Maintenant, ce souvenir ressemblait à un avertissement. J'ai expiré lentement. Le style de vie de Charlotte n'avait jamais correspondu à ses revenus. Soins de la peau de luxe, week-end de dernière minute, de nouvelles chaussures chaque saison. Quand je demandais comment elle pouvait se permettre tout ça, maman avait toujours une réponse toute faite, elle a des réductions, ses amis l'invitent, elle est débrouillarde. Mais rien dans les habitudes de dépenses de Charlotte n'avait jamais été débrouillard, et certainement rien des débits de boutique que je voyais dans ma feuille de calcul, des débits d'un magasin à moins d'1 kilomètre de son appartement, n'avaient à voir avec la créativité. Ces paiements n'étaient pas les miens par accident. Ils étaient les miens parce que quelqu'un voulait qu'ils le soient. Un souvenir frais a refait surface, un que je n'avais pas pu chasser depuis que je l'avais redécouvert. Un colis livré à mon appartement il y a 2 ans. Un sérum haut de gamme valant bien plus que ce que je dépenserais jamais en soins de la peau. L'étiquette d'expédition portait mon nom de famille, mais le prénom de Charlotte. Je lui avais envoyé un SMS à l'époque, lui demandant si elle voulait me l'envoyer. Elle avait répondu « Oups, mon erreur », avec un emoji qui rit. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas une erreur, c'était un test. Un petit. Une répétition. Je me suis levé et j'ai arpenté la cuisine, le mouvement manquant. Je pouvais imaginer Charlotte, les mains tremblantes d'excitation en remplissant des formulaires, utilisant des bribes de mes informations, testant les limites comme un enfant teste une clôture électrique, poussant jusqu'à ce que quelque chose l'arrête.
Mais rien n'avait jamais arrêté Charlotte. Ni maman, ni papa, ni moi, parce que j'étais trop occupé à être la stable. Mon cœur s'est serré alors que le souvenir suivant a émergé. Le dîner de la fête des mères, il y a 2 ans. J'étais arrivé en avance, portant un bouquet de tulipes et un gâteau de la pâtisserie que papa aimait. En me dirigeant vers la salle à manger, j'ai entendu maman chuchoter vivement, « Ne laisse pas traîner les papiers, elle posera des questions. » La pièce était devenue silencieuse quand j'étais entré. Charlotte avait souri trop vite, sa voix trop enjouée, me demandant des nouvelles de mon travail, du temps, de tout sauf de ce dont elle venait de discuter. J'avais fait semblant de ne pas remarquer. Elles avaient fait semblant que tout allait bien. Maintenant, je me demandais quel papier je n'étais pas censé voir. Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai rouvert la feuille de calcul. Plus de lignes, plus de chiffres, plus d'indices que j'avais manqués. Puis un autre souvenir m'a frappé. La visite de Charlotte aux urgences, il y a 3 ans. Elle s'était évanouie lors d'une fête tardive et quelqu'un l'avait conduite aux urgences. Maman m'avait appelé, paniqué, me demandant si je pouvais venir parce que Charlotte a besoin de toi. Lorsque l'hôpital a demandé les informations d'assurance, Charlotte avait tendu ma carte. Je l'avais reprise, embarrassé, et payé la facture moi-même, juste pour que tout le monde quitte plus vite la salle d'attente. Je n'ai jamais demandé comment Charlotte avait eu ma carte. Je n'ai jamais demandé pourquoi maman ne l'avait pas arrêtée. J'étais trop fatigué, trop habitué à arranger les choses. Maintenant, l'épuisement que je ressentais ne venait pas d'avoir arrangé les choses, mais de réaliser combien de choses j'avais laissé glisser entre mes doigts en essayant d'être la bonne fille. J'ai ouvert un autre dossier. De vieux emails que Charlotte m'avait envoyés. Un en particulier a attiré mon attention. Une pièce jointe envoyée par erreur il y a 2 ans. Un formulaire avec des sections vides. Une demande de prêt. La ligne du garant effacée, le curseur clignotant là où un nom aurait dû être. Elle me l'avait envoyé par accident, puis avait immédiatement envoyé un SMS, « Ignore ça, OMG, mauvais fichier, lol. » Elle ne s'était pas trompée. Elle s'entraînait. Mes mains sont devenues froides. Je les ai frottées l'une contre l'autre. La pièce semblait trop immobile, comme si la vérité épaississait l'air. Je me suis souvenu de papa aussi, de son silence. Pas hostile, pas négligent, juste vaincu. La façon dont il intervenait seulement pour reculer à nouveau, laissant maman tout orchestrer. Sa signature sur les documents de refinancement que j'avais aidé à payer quand j'avais 22 ans n'avait pas semblé tremblante à l'époque, pas comme la signature sur la ligne surlignée de la feuille de calcul. Les lettres inclinées, les traits incertains, ça ne correspondait pas. Je n'étais pas quelqu'un qu'on trompait facilement avec une écriture. J'avais signé assez de documents pour eux tous pour connaître la différence entre la main de quelqu'un et la tentative de quelqu'un. Je me suis rassise, soudainement épuisé. Le chauffage bourdonnait régulièrement. Dehors, la rue était calme, baignée d'une lumière hivernale. En moi, quelque chose changeait, quelque chose de fragile se fissurait, faisant place à une vérité que j'avais refusé de voir. Être stable avait toujours été traité comme un compliment, mais maintenant je le voyais pour ce que c'était, un entraînement. Un entraînement à rester silencieuse, un entraînement à porter le poids, un entraînement à ne pas questionner, un entraînement à être celle qui nettoyait le désordre, payait les factures, réglait les crises, absorbait les conséquences. J'ai pensé à la voix de Charlotte la dernière fois qu'elle m'avait agressé, « Pourquoi est-ce que tu fais toujours toute une histoire de tout ?» Comme si la responsabilité était un drame, comme si poser des questions était une trahison, comme si j'existais pour maintenir son monde en place. Un autre souvenir a refait surface, d'années plus tôt. Charlotte, 17 ans, sanglotant sur la banquette arrière après avoir embouti la voiture de papa dans une boîte aux lettres. Maman s'était affairée autour d'elle, roucoulant, « C'est bon, ma chérie, Camille va s'en occuper. » J'avais conduit la voiture au garage, j'avais payé la facture. Charlotte ne s'était jamais excusée. Au lieu de ça, elle m'avait embrassé sur la joue et avait dit, « Tu es la meilleure, sérieusement. » Je ne me sentais pas comme la meilleure maintenant. Je me sentais comme quelqu'un qui avait été manipulé si expertement que je ne savais pas où mes propres intentions se terminaient et où leurs attentes commençaient. J'ai regardé à nouveau la feuille de calcul. Les chiffres racontaient une histoire, mes souvenirs complétaient le reste. J'ai repensé à papa, à la façon dont il agrippait le bord du comptoir de la cuisine quand il était nerveux, à la façon dont il évitait toujours de me regarder directement quand les finances étaient abordées, à la façon dont il disait « On gère »,
Comme si gérer signifiait cacher des documents dans des tiroirs et espérer que je ne le remarquerais pas avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis demandé s'il avait essayé d'arrêter quoi que ce soit. Je me suis demandé s'il savait même à quel point c'était profond. Une prise de conscience a vacillé en moi. Maman et Charlotte contrôlaient le flux d'informations depuis des années. Elles avaient construit tout un système pour me tenir à l'écart tout en me gardant dans le rôle de celle qui arrange tout. Je n'étais pas tout à fait sûr de qui avait falsifié quoi, ou qui avait approuvé quoi, mais je savais une chose. La vérité n'était pas un accident. C'était un schéma. Ma poitrine s'est à nouveau serrée, mais cette fois-ci, pas de peur, de compréhension. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, sentant le poids de 14 ans se condenser en une seule pensée. Cela ne s'était pas produit du jour au lendemain. Ce n'était pas à propos de Noël. Ce n'était même pas à propos de l'argent. C'était à propos de la façon dont ma famille m'avait entraîné à disparaître derrière mon utilité. C'était à propos de la façon dont ils avaient réécrit l'histoire de qui j'étais censé être. Je me suis levé lentement, respirant le calme froid de la pièce. Ils m'avaient exclu de Noël, mais bien avant cela, ils m'avaient exclu de la vérité. Et maintenant que je pouvais enfin voir cette vérité clairement, je savais aussi autre chose. Je n'allais plus jamais les laisser me cacher quoi que ce soit. L'enveloppe n'était pas là où je l'avais laissée. Je me tenais dans la cuisine, le tiroir ouvert, fixant l'espace vide où ce rectangle blanc cassé avait été glissé sous une pile de menus de restaurant à emporter. Un instant, je me suis demandé si je l'avais imaginé, si l'épuisement des derniers jours avait tordu ma mémoire. Mais non. Papa me l'avait donné en juin dernier, la faisant glisser sur mon comptoir avec un regard calme, presque solennel, que je n'avais pas su déchiffrer. « Ouvre-la quand tu en auras besoin », avait-il dit. Je n'avais eu besoin de rien ce jour-là. Mais aujourd'hui, si. J'ai vérifié les autres tiroirs, puis le panier sur le réfrigérateur, puis l'étagère au-dessus du micro-ondes où je gardais les chargeurs et les piles de rechange. Rien. Un étrange malaise m'a envahi. Qui l'aurait déplacé? Personne n'était venu dans mon appartement. Personne sauf moi. Je me suis forcé à ralentir, à respirer et à réfléchir. Papa l'avait posé sur le comptoir. Je l'avais rangé dans ma boîte à paperasse, vieille déclaration d'impôt, garanties expirées, manuel que je ne lisais jamais. J'ai ouvert le placard et j'ai tiré la boîte sur le sol. Quelques dossiers ont glissé. Derrière eux, nichée au fond comme si elle s'était cachée de moi, se trouvait l'enveloppe. Mes mains n'étaient pas stables quand je l'ai prise. Le papier semblait plus doux que dans mon souvenir, usé sur les bords, comme si le temps avait travaillé dessus en silence. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture de papa, soignée mais légèrement tremblante, comme elle l'était devenue ces dernières années. Camille. Juste ça. Pas de mots, pas d'indices. Je me suis assise à la table de la salle à manger, l'enveloppe froide contre mes doigts, et j'ai laissé le poids du moment s'installer. Papa n'était pas un homme qui partageait ses sentiments, encore moins les écrivait. S'il avait mis quelque chose par écrit, cela signifiait qu'il n'avait pas confiance en lui pour le dire à voix haute. Ou peut-être qu'il n'avait pas confiance en la maison, en maman, en Charlotte, pour le laisser le dire. J'ai glissé un doigt sous le rabat et je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait une pile de papiers, attachés ensemble, et un petit mot sur papier ligné, plié en deux. Le trombone tremblait légèrement dans mes mains alors que je soulevais la première page. Des relevés bancaires. Les transactions étaient petites au début, 60 €, 85 €, 120 €. Des supermarchés, des pharmacies, des supérettes. Puis des retraits plus importants, 800 € dans une boutique près de l'appartement de Charlotte, 1400 € d'un garage que je ne connaissais pas, un virement de 3500 € à un magasin que Charlotte taguait sur Instagram. J'ai dégluti difficilement. Mon nom ne figurait sur aucun de ces comptes, mais je savais que mon argent avait indirectement couvert la moitié d'entre eux. Chaque fois que maman venait me voir en disant que les fins de mois étaient difficiles, chaque fois que Charlotte pleurait à cause d'une mauvaise passe, j'intervenais sans poser de questions. J'avais supposé que l'argent allait là où il disait qu'il allait. Ce n'était pas le cas. J'ai continué à tourner les pages. Des reçus étaient agrafés aux feuilles, où des notes de l'écriture de papa apparaissaient dans les marges, minuscules, serrées, comme s'il les avait écrites tard dans la nuit, craignant que quelqu'un ne les voie. Besoin pour Charlotte. Couverture jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Janine a dit qu'elle s'en occuperait. Puis une phrase, entourée 2 fois, ne pas le dire à Camille, elle en a assez fait.
Ma gorge me brûlait. J'ai pris la page suivante. C'était un email imprimé entre papa et un conseiller financier. L'objet m'a retourné l'estomac, option de refinancement. J'ai lu. Le conseiller prévenait que refinancer à nouveau pourrait être risqué. Papa écrivait que le dernier paiement avait été manqué parce que Charlotte avait promis de s'en occuper. Une autre ligne, Janine pense qu'il est préférable de tenir Camille à l'écart. Elle a sa propre vie. J'ai serré le papier si fort qu'il s'est froissé entre mes doigts. Il se noyait, et au lieu d'appeler la fille qui avait sauvé leur maison une fois, ils se sont tournés vers la fille qui les noyait. J'ai déplié le petit mot en dernier. L'écriture de papa remplissait le centre de la page, tremblante mais délibérée. Camille, j'ai fait des erreurs. Ta mère aussi. Nous pensions la protéger. Je ne sais pas comment défaire ce qui a été fait. Tu mérites de savoir. S'il te plaît, prends soin de toi. Simple, lourd. Une confession sans détail, des excuses sans remède. Mais le bas du mot contenait une ligne, barrée avec force. Il y a autre chose. Demande-moi quand tu seras prête. Mes doigts ont effleuré l'encre. Les mots étaient encore faiblement visibles sous les traits durs du stylo. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus grand que le refinancement, plus grand que les prêts, plus grand que la tromperie tissée dans chaque partie de mon histoire financière. J'ai regardé à nouveau la pile de documents. Des schémas émergeaient comme des ecchymoses sous une faible lumière. Les dépenses de Charlotte, les excuses de maman, le silence de papa. Et moi, toujours là, toujours à couvrir, toujours à réparer, toujours là stable. Ils comptaient sur moi pour maintenir le sol stable sous leurs pieds, même alors qu'ils creusaient les trous plus profondément. Ma poitrine s'est resserrée alors qu'un autre souvenir a refait surface. Papa, debout dans le garage l'été dernier, triant des enveloppes, l'air épuisé d'une manière qui m'avait effrayé. Je lui avais demandé s'il avait besoin d'aide. Il avait dit non. Il avait insisté. Mais maintenant, en voyant les dates sur ses papiers, je savais qu'il avait menti. Ou peut-être qu'on ne l'avait pas autorisé à me dire la vérité. J'ai tourné une autre page et je me suis figé. Attaché au dos se trouvait l'imprimé d'une demande de prêt. Mon nom était tapé dans le coin supérieur. Pas en tant que demandeur, mais en tant que garant. L'espace pour la signature était vide, mais quelqu'un s'était entraîné à copier ma signature dans les marges, encore et encore. Des variations de mon nom, de mes initiales, écrites avec des traits hésitants qui ne m'appartenaient pas. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais cette écriture. C'était celle de Charlotte. Les boucles des Y, l'inclinaison inégale du M. Elle correspondait à ses notes du lycée, à ses listes de courses, à la façon dont elle signait son nom sur les cartes d'anniversaire. J'ai pressé ma main contre mon front. La pièce semblait plus petite. Tout ce que j'avais suspecté au cours des dernières 48 heures s'est soudainement cristallisé en quelque chose d'indéniable. Charlotte n'avait pas seulement été négligente. Elle n'avait pas seulement été irresponsable ou émotive ou dépassée. Elle s'était préparée, elle avait testé les limites, elle s'était entraînée. Et quelqu'un, maman, papa, les deux l'avaient encouragée, l'avaient cachée, avait amorti la chute. J'ai rassemblé les papiers en une pile nette, même si mes mains tremblaient. Je ne pouvais pas me laisser abattre, pas encore. Il y avait trop de choses que je ne comprenais pas, trop de choses qui m'avaient été cachées. Les réponses n'étaient pas seulement dans cette enveloppe. Elles étaient éparpillées dans les années derrière moi, des années que j'avais passées à résoudre des problèmes sans savoir que j'étais l'un des problèmes qu'il voulait résoudre en secret. Je suis resté assise, immobile, un long moment, laissant la vérité s'installer dans l'espace autour de moi. Le réfrigérateur bourdonnait, une portière de voiture a claqué dehors. La vie continuait comme si rien dans mon appartement n'avait changé, comme si rien dans ma famille ne s'était fissuré. J'ai refermé l'enveloppe et je me suis levé, sentant son poids reposer dans ma paume. Mes parents avaient protégé quelqu'un pendant toutes ces années, mais ce n'était pas moi, et ce n'était pas eux-mêmes. C'était Charlotte. Et s'ils étaient allés si loin pour m'empêcher de voir la vérité, je ne pouvais qu'imaginer jusqu'où les mensonges pouvaient aller. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la neige tomber en spirale silencieuse. Mon reflet me fixait, fatigué, secoué, mais soudainement éveillé d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Quoi que ce soit cette autre chose que papa avait barré de sa note, j'allais le trouver. Et je n'allais plus les laisser me cacher quoi que ce soit. Je me suis réveillé la veille de Noël, bien avant le lever du soleil.
Le genre de matin précoce qui ressemble à une erreur. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était éveillé depuis 3 heures du matin, rejouant chaque ligne des documents de l'enveloppe de papa, chaque signal d'alarme dans ma feuille de calcul, chaque souvenir que j'avais autrefois adouci pour pouvoir continuer à aimer les personnes qui en étaient la cause. Au moment où la faible lumière du jour s'est insinuée, j'ai renoncé à dormir et je suis allé dans la cuisine, où le silence semblait trop assourdissant. J'ai fait du café par habitude plus que par envie. L'odeur a rempli la pièce, chaude et familière, mais je n'ai pas pu me résoudre à en prendre une gorgée. J'ai fixé la vapeur qui s'élevait de la tasse, pensant au SMS que maman avait envoyé la veille. Ne viens pas à la fête. 3 lignes assez acérées pour trancher des années d'obligations tacites. Ça aurait dû faire plus mal. Au lieu de ça, c'était comme la dernière pièce à conviction. Mon ordinateur portable était toujours ouvert sur la table, l'écran assombri mais pas en veille. Quand j'ai touché les touches, la feuille de calcul a clignoté, des rangées infinies de ce que j'avais payé, ce que j'avais couvert, ce dont j'avais été responsable sans que personne ne le reconnaisse jamais. Un instant, j'ai juste fixé les colonnes, laissant la lueur illuminer la cuisine sombre comme une lumière d'interrogatoire silencieuse. Puis mon téléphone a vibré. Une notification de messagerie vocale. Numéro inconnu. Horodatage, il y a 2 semaines. Mon estomac s'est noué. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'un homme, professionnelle mais chaleureuse, a rempli la pièce. Bonjour, ici Thomas au Crédit Populaire. J'appelle pour Camille Hartman. Je voulais juste confirmer une demande de co-signature soumise le 30 octobre pour une nouvelle ligne de crédit personnel au nom de Charlotte Hartman. Si vous pouviez nous rappeler pour vérifier l'autorisation, nous vous en serions reconnaissants. Il a donné un numéro, m'a remercié et a raccroché. Je suis resté figé. Charlotte avait essayé d'ouvrir un prêt avec mon nom et n'avait même pas pris la peine de me le dire. Pas même un SMS. Rien. Elle avait simplement soumis mon identité comme une ressource à sa banque, comme si elle commandait un plat à emporter. Une lente vague de froid m'a envahi. J'ai réécouté le message vocal. 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Le ton n'a pas changé, mais la signification est devenue plus lourde. La banque n'avait mis la demande en pause que parce qu'elle n'avait pas pu me joindre. Si j'avais décroché un appel indésirable ou répondu sans réfléchir, le prêt aurait déjà pu être actif. Ma signature, falsifiée. Mon crédit, risqué. Ma vie, traitée comme un double des clés qu'elle pouvait prendre sans demander. J'ai rouvert ma boîte mail et j'ai cherché dans mon dossier de courriers indésirables, par impulsion. Une série de messages est apparue. Le plus ancien datait de près d'1 an. Merci pour votre demande. Veuillez confirmer votre intérêt. Dernière tentative pour vous joindre concernant votre demande de crédit. Tous m'étaient adressés, tous faisaient référence à des demandes que je n'avais jamais faites. Mes mains tremblaient. Charlotte faisait ça depuis plus longtemps que je ne le pensais. J'ai cliqué sur les emails. Chacun était une trahison silencieuse enveloppée dans un langage d'entreprise poli. Un message listait même le numéro de téléphone de vérification qu'elle avait utilisé, mon numéro, mais avec un chiffre différent. Une astuce, un contournement. Elle s'était intentionnellement désignée comme le contact joignable pour que les appels ne me parviennent pas. J'ai pressé une main sur mon front alors que la réalité s'installait, nette et indéniable. Charlotte n'avait pas utilisé mon nom accidentellement. Elle n'avait pas mal compris les formalités. Elle n'avait pas paniqué ou fait une erreur ponctuelle. Elle avait planifié cela. Elle s'était entraînée. Elle avait supposé que je ne le remarquerais jamais. J'ai rouvert la feuille de calcul, parcourant les années de rustine financière que j'avais faites pour eux. Paiement de loyer, courses, découverts, factures médicales, réparations dont ils ne voulaient pas s'occuper. Tant d'urgences qui n'étaient que des moments où quelqu'un n'avait pas envie de prendre ses responsabilités. Et Charlotte, toujours Charlotte, planait au centre de tout cela, émotionnellement fragile, financièrement imprudente, spirituellement allergique à la responsabilité. J'avais passé des années à absorber les retombées de ses choix parce que maman disait qu'elle avait besoin d'être protégée. Maintenant, je réalisais que Charlotte n'était pas fragile, elle était privilégiée. Le genre de privilège qui prend racine quand une famille l'arrose d'excuses. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber, douce et silencieuse, se posant sur le rebord comme de minuscules confessions blanches. Un bref instant, j'ai tout ressenti et rien à la fois.
La veille de Noël signifiait autrefois se réveiller tôt, préparer les plats, organiser les trajets en voiture, m'assurer que papa prenait ses médicaments, que maman n'oubliait pas les cadeaux, que Charlotte ne plongeait pas dans une autre crise. Cela signifiait autrefois responsabilité, obligation, travail déguisé en amour. Cette année, je n'étais pas invité. Et pour la première fois, je n'étais pas désespéré de vouloir arranger ça. J'avais besoin de réponses, pas d'invitation. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le numéro du message vocal. Mon cœur battait fort dans ma poitrine pendant que la ligne sonnait. Crédit Populaire, ici Alexandre, a répondu une voix joyeuse. Bonjour, dis-je, stabilisant ma voix. J'ai reçu un appel concernant une demande de cosignature à mon nom. J'aimerais plus d'informations. Bien sûr, un instant. Des bruits de clavier, de papier froissé. Puis une pause, assez longue pour confirmer ma peur. Oui, je le vois ici, dit-il. Une ligne de crédit personnel soumise par une Charlotte Hartmann. Elle a indiqué que vous étiez en voyage, alors elle nous a donné un autre numéro pour vous joindre. Mon estomac s'est retourné. Avez-vous reçu une signature, ai-je demandé. Nous avons bien reçu un scan, mais pour être honnête, il n'avait pas l'air tout à fait cohérent. C'est pourquoi nous avons essayé de vous joindre directement. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Il a hésité avant d'ajouter doucement, vous devriez probablement vérifier votre dossier de crédit, madame. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, la gorge serrée. Charlotte avait imité ma signature. La vérité a atterri comme une expiration lente et douloureuse. Ce n'était pas de la maladresse. Ce n'était pas de l'immaturité. C'était de la fraude. Je me suis assise sur le bord du canapé, laissant le silence s'étirer. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, la vérité continuait de se former. Charlotte m'avait exclu de Noël non pas parce qu'elle se sentait mal à l'aise, mais parce qu'elle ne voulait pas de moi dans les parages lorsque les retombées arriveraient. Quand la banque appellerait, quand la signature falsifiée serait signalée, quand maman et papa réaliseraient qu'elle avait creusé un trou dont ils ne pourraient pas se sortir avec leur charme. Ils avaient besoin que je sois hors du tableau, hors de la conversation, hors de la pièce. Charlotte avait toujours supposé que mon silence était son filet de sécurité. Mais le silence n'était pas la sécurité. C'était la permission. Et je la lui avais accordée depuis bien trop longtemps. Je me suis levé lentement, mon souffle se stabilisant alors qu'une nouvelle clarté s'installait en moi. Je n'allais pas confronter Charlotte aujourd'hui. Je n'allais pas appeler maman. Je n'allais supplier personne de m'expliquer pourquoi il pensait que je méritais d'être utilisé. J'allais me protéger. J'ai attrapé mes clés, mon manteau et le dossier avec tout, la note de papa, l'imprimé de l'hypothèque, les emails, la feuille de calcul. En enfilant mes bottes, un nom a refait surface dans mon esprit, comme une petite étincelle de mémoire. Maître Valois. L'avocate que ma collègue avait mentionnée un jour. Celle qui était spécialisée dans l'exploitation financière et la protection des actifs familiaux. J'ai ouvert le tiroir près de la porte et j'ai fouillé dans de vieux papiers jusqu'à ce que je trouve sa carte de visite, glissée entre un reçu de pressing et un formulaire de garantie. Je l'ai tenue à la lumière. Une note manuscrite en bas disait « Appelez-moi s'il vous utilise ». La neige continuait de tomber dehors, douce et sans hâte. Demain, je l'appellerai. Et pour la première fois de ma vie, je n'appellerai pas pour réparer ma famille. J'appellerai pour me protéger d'eux. Le vent dehors était assez vif pour faire gémir les fenêtres quand je me suis réveillé le lendemain de Noël, mais l'air à l'intérieur de mon appartement semblait étrangement calme, comme si le monde retenait son souffle avec moi. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, consciente de la lourdeur dans ma poitrine mais aussi de quelque chose d'autre, de plus silencieux, la résolution. Pas de nouveaux messages, pas d'excuses, pas même une question pour savoir si j'allais bien. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Ma famille avait passé des années à prétendre que mes sentiments étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je suis sorti du lit, j'ai fait un café que j'ai à peine goûté, et je me suis assise à la table avec la carte de visite que j'avais sortie du tiroir la veille. Le nom imprimé dessus semblait plus lourd maintenant. Maître Valois. Avocate en protection des actifs financiers et familiaux. En dessous, les lignes manuscrites me fixaient, appelez-moi s'il vous utilise. Quelle phrase facile à écrire pour quelqu'un d'autre. Quel poids d'une vie ces 5 mots portaient pour moi. J'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix calme et précise ne réponde, cabinet de Maître Valois.
Ma gorge s'est serrée. Bonjour, je m'appelle Camille Hartmann. Je pense que j'ai besoin d'aide. Il y eut une pause, ni suspicieuse, ni impatiente, juste attentive. Êtes-vous disponible aujourd'hui, ai-je demandé. Venez à 10 heures, répondit l'assistante. Apportez tous les documents que vous avez. J'ai regardé l'horloge. Il était 8h42. 2 heures pour rassembler 14 ans. J'ai traversé mon appartement, rassemblant les papiers en une pile. L'enveloppe de papa, les imprimés de l'hypothèque, les captures d'écran de ma feuille de calcul, les emails que Charlotte avait envoyés par erreur, l'enregistrement du message vocal du Crédit Populaire. Chaque pièce à conviction ressemblait à une brique que j'avais portée sans le savoir. Quand j'ai finalement fermé la fermeture éclair du dossier, il semblait presque trop lourd à soulever. Le trajet à travers la ville de Lyon fut silencieux. La neige de la veille s'était transformée en givre, les rues pâles et glissantes. Je n'arrêtais pas de rejouer ma conversation avec le représentant du crédit. Son ton prudent quand il avait dit que la signature n'avait pas l'air cohérente. Cette phrase avait tourné en boucle dans mon esprit toute la nuit. Charlotte avait signé mon nom. Charlotte avait utilisé mes informations. Charlotte avait supposé, c'était attendu, à ce que je ne le découvre pas. L'immeuble où se trouvait le bureau de Maître Valois était situé dans une rue latérale près du quartier du Palais de Justice. Une vieille maison victorienne convertie en bureau. Elle était haute, avec des moulures blanches et de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière d'hiver. Le genre d'endroit qui donnait l'impression d'avoir vu trop de vérité pour être impressionné par quoi que ce soit. J'ai monté les marches, serrant le dossier, mon souffle se transformant en buée dans le froid. À l'intérieur, le bureau sentait légèrement le produit à polir au citron et le papier. Une femme à l'accueil a levé les yeux, m'a offert un petit sourire entendu et m'a fait signe de m'asseoir. Avant que je ne le puisse, une porte s'est ouverte. Camille, a appelé une voix. Je me suis retourné. Maître Valois était plus petite que ce à quoi je m'attendais, la cinquantaine, avec des cheveux bruns striés d'argent et des yeux assez perçants pour couper du verre. Elle ne m'a pas serré la main, elle a juste fait un geste vers son bureau, comme si elle m'attendait depuis des mois, pas des minutes. Venez, dit-elle. Parlons. Son bureau était simple. Pas de photos de famille, pas de désordre. Juste un grand bureau, des lignes épurées et une lampe projetant une lumière douce sur la surface. Dites-moi ce qui vous amène, dit-elle. Pour la première fois depuis des jours, j'ai expiré sans avoir l'impression que j'allais me briser. Je lui ai tout raconté. Le message de Noël, le message vocal de la banque, la demande de crédit falsifié, l'enveloppe de mon père, le refinancement, les factures, le schéma, le silence, l'attente, l'épuisement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Ma voix est restée stable. Non pas parce que je ne souffrais pas, mais parce que la douleur s'était calcifiée en vérité. Maître Valois a écouté sans m'interrompre, ses doigts reposant légèrement sur un stylo qu'elle n'a jamais utilisé. Quand j'ai terminé, elle a hoché la tête une fois. Non pas par surprise, mais par reconnaissance. Ce que vous décrivez, dit-elle, n'est pas un malentendu. C'est une exploitation financière et émotionnelle systématisée. Mon souffle s'est coupé. Exploitation systématisée. Des mots que je ne m'étais jamais autorisé à envisager. Vous avez agi comme une aidante financière, a-t-elle poursuivi, non rémunérée, non reconnue, et probablement manipulée pour garder le silence. Votre famille a appris que vous ne diriez pas non, alors ils ont arrêté de vous donner l'occasion de le dire. J'ai dégluti difficilement. Ce n'est pas votre faute, a-t-elle ajouté. Quelque chose en moi s'est effondré. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un, n'importe qui, dise ça. Maître Valois a pris le dossier que j'avais posé sur son bureau. Elle ne s'est pas pressée. Elle a étalé les documents en rangées nettes, parcourant chaque page, ses yeux vifs et impénétrables. Relevé d'hypothèque, retrait bancaire, la signature falsifiée, les notes griffonnées de Charlotte, l'enveloppe de papa. Elle a tapoté légèrement un papier. Ici, dit-elle, c'est illégal. Son doigt s'est déplacé vers un autre. Ça aussi. Puis un autre. Et celui-ci est coercitif. Je l'ai regardé, sentant quelque chose changer. La peur se transformant en validation, la confusion en certitude. Après plusieurs minutes, elle s'est penchée en arrière. Vous avez besoin de protection, dit-elle. Juridique, financière et émotionnelle.
J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous allons commencer par créer une structure qu'ils ne pourront pas saper, dit-elle. Une fiducie privée. Vous achetez la maison, mais vos parents conservent des droits de résidence à vie. Ils ne peuvent pas refinancer, ils ne peuvent pas emprunter contre elle, ils ne peuvent plus ajouter votre nom à quoi que ce soit. Et votre sœur. Elle a fait une pause. Votre sœur n'a accès à rien. J'ai expiré lentement. C'était la première fois que quelqu'un disait à voix haute ce que j'avais commencé à ressentir mais que je n'osais pas articuler. Et les dettes, ai-je demandé. Si vous choisissez de les payer, dit-elle, nous documentons chaque transaction. Signé, notarié. Pas d'ambiguïté. Pas de culpabilité utilisée contre vous plus tard. Je la fixais, stupéfaite de la simplicité avec laquelle elle présentait les choses. Simple, pas facile. Mais clair. Et la demande de prêt, ai-je demandé doucement. Nous allons mettre une alerte à la fraude sur votre dossier de crédit auprès des 3 principaux organismes, ainsi qu'un gel. Personne, pas même vous, ne pourra ouvrir un nouveau crédit sans le débloquer d'abord. Un gel. Une barrière littérale entre mon identité et l'accès de ma famille à celle-ci. Puis elle a dit quelque chose qui a semblé déverrouiller une porte en moi. Vous avez passé toute votre vie à leur faire de la place. Il est temps de vous faire de la place. J'ai cligné des yeux fortement, ne me faisant pas confiance pour répondre. Maître Valois a croisé les mains. Nous commençons aujourd'hui, dit-elle. Maintenant. Elle a fait glisser 3 formulaires vers moi. Gel de crédit, alerte à la fraude, initiation de la fiducie. Je les ai signés un par un, chaque signature ressemblant moins à un gribouillis qu'à une réclamation. Quand j'ai terminé, Maître Valois a tout rassemblé dans un seul dossier. Vous n'êtes plus seul maintenant, dit-elle. Ces mots ont failli me briser. Je l'ai remerciée, bien que le mot semblait trop petit pour ce qu'elle avait fait. Dehors, le froid m'a frappé immédiatement. Le genre de froid qui faisait piquer les yeux. Mais pour la première fois, le froid ne semblait pas lourd. Il semblait clarifiant. Dans la voiture, mon téléphone a vibré. Un autre message vocal de maman. Sa voix était vive, défensive, accusatrice. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Je l'ai supprimé. Je me suis adossé sur le siège du conducteur et j'ai fermé les yeux. Demain, le vrai travail commencerait. Réunion, signature, limite, conséquences. Mais ce soir, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la paix. Je n'étais plus la stable. J'étais celle qui fixait les conditions. La route de Lyon à Tours, où vivaient mes parents, m'a paru plus longue que d'habitude, comme si les routes d'hiver s'étiraient juste pour me forcer à m'asseoir avec tout ce que je savais maintenant. Le givre s'accrochait au bord du pare-brise, le ciel d'un argent terne qui donnait au monde entier un air fatigué. Mes mains restaient crispées sur le volant, peu importe combien de fois je me disais de me détendre. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de confrontation, du moins pas du genre bruyant. Il s'agissait de vérité, de finalement tout mettre sur la table sans laisser de place aux excuses ou à la culpabilité. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, les maisons familières semblaient petites et usées, comme si elles avaient rétréci en mon absence. Le vieux platane devant leur jardin avait perdu la plupart de ses feuilles, ses branches nues et squelettiques contre le ciel. La porte du garage était entr'ouverte de quelques centimètres. À travers la fente, j'ai vu mon père, debout, fixant une pile de papier dans ses mains comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Le voir ainsi, toujours frêle sans le vouloir, a provoqué une étrange douleur dans ma poitrine. Il a levé les yeux quand ma voiture s'est garée dans l'allée, mais il n'a pas fait de signe. Il a juste regardé, son expression illisible. Maman a ouvert la porte avant même que j'atteigne les marches, s'essuyant les mains sur un torchon bien que rien dans la cuisine ne sentait la cuisson. Son sourire était rapide, trop rapide, le genre qu'elle utilisait quand elle voulait que quelque chose paraisse normal. « Camille, dit-elle, touchant légèrement mon bras. Nous sommes contents que tu sois là. » C'était le même ton qu'elle utilisait pour me distraire quand j'étais enfant. Trop chaleureux, trop répété. Je suis passé devant elle, sentant le désordre familier m'oppresser de tous côtés. Papier, prospectus, enveloppe non ouverte. Des années de chaos déguisé en vie quotidienne. « Où est Charlotte ?» ai-je demandé. « Dehors », dit maman immédiatement. « Cours de yoga. » Bien sûr qu'elle l'était. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, on a frappé à la porte. Maman s'est raidie.
Papa a émergé du garage, s'essuyant les mains sur sa veste. On a frappé de nouveau, fermement, calmement. Maître Valois. Le visage de maman a pâli, la confusion se transformant en quelque chose de plus ferme. Pourquoi y a-t-il une avocate ici? Elle est là pour moi, dis-je, gardant ma voix stable. Et pour vous? Maman a cligné des yeux rapidement. C'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'avocat dans notre maison. Papa n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Maître Valois est entré sans attendre d'invitation. Elle était polie, composée, mais sa présence remplissait la pièce comme une alarme silencieuse. Son notaire l'a suivi, portant une petite mallette. « Bonjour, dit Maître Valois. Asseyons-nous. » Le salon semblait plus petit alors que tout le monde s'installait. Maman était perchée sur le bord du canapé, les doigts noués sur ses genoux. Papa s'est assis lourdement dans son fauteuil, le regard perdu quelque part entre moi et le sol. Maître Valois a posé un dossier sur la table basse, étalant les documents comme elle l'avait fait dans son bureau, méthodiquement, avec détermination. « Je suis ici, » commença Maître Valois, parce qu'il y a des questions de stabilité financière et de protection des actifs qui nécessitent une attention immédiate. La tête de maman s'est redressée d'un coup. C'est inutile. Charlotte a dit qu'elle s'occupait. Charlotte, dit Maître Valois d'un ton neutre, a été impliquée dans des activités qui mettent ce foyer en péril. Le visage de maman a rougi. De quoi parlez-vous? Maître Valois a poussé le relevé de refinancement. Votre hypothèque est en retard. Le souffle de maman s'est coupé. Papa fixait plus intensément le tapis. C'est privé, a murmuré maman. C'est devenu dangereux lorsque des signatures ont été falsifiées, a dit Maître Valois. Papa a sursauté légèrement, comme s'il avait été frappé par un son que lui seul pouvait entendre. Maman a secoué la tête. Nous ne voulions pas l'inquiéter. Camille a sa propre vie. Elle a toujours eu plus que. Maman, dis-je, ma voix ferme mais calme. J'ai déjà sauvé cette maison une fois. J'aurais dû être prévenu avant que vous ne refinanciez à nouveau, avant que les paiements ne soient manqués. Maman s'est tournée vers moi, les yeux humides et grands ouverts. Nous essayons de ne pas te surcharger. Charlotte a dit qu'elle pouvait gérer. Elle a dit qu'elle pouvait, je disais qu'elle ne le pouvait pas, le silence a inondé la pièce. Maître Valois a fait glisser un autre document, la demande de crédit avec ma signature falsifiée. Maman a couvert sa bouche. Papa a laissé échapper un son entre un grognement et un soupir, quelque chose de profond et de fatigué. C'est une usurpation d'identité, dit Maître Valois. Votre fille a tenté d'utiliser le crédit de Camille sans son consentement. C'est une infraction légale grave. Maman a dégluti difficilement. Ce n'était pas censé être illégal. Charlotte était juste dépassée. Elle a dit que Camille s'occupe toujours d'elle, qu'elle m'aiderait. Que j'aiderais toujours, ai-je terminé pour elle. Papa a finalement levé les yeux. Ils étaient rouges. Elle nous a dit que tu n'avais pas besoin de savoir, a-t-il murmuré. Elle a dit que ça ne ferait que te contrarier. Papa, dis-je doucement, tu aurais dû me le dire. Son visage s'est décomposé, pas bruyamment, juste assez pour que je sente quelque chose se déchirer en moi. Maître Valois a attendu que le silence s'installe avant de faire glisser un dernier document sur la table. Ceci est l'accord de fiducie, dit-elle. Camille achète votre maison sous une fiducie privée. Vous conserverez des droits de résidence à vie, mais vous ne pourrez plus la refinancer, emprunter contre elle, ou utiliser la propriété comme garantie. Maman a cligné des yeux. Notre maison lui appartient maintenant? Elle lui a toujours appartenu, dis-je tranquillement. Je l'ai sauvée une fois. Cette fois, je la protège. Maman a pris le papier avec des mains tremblantes. Papa a fixé la deuxième page, ses doigts planant au-dessus de la ligne de signature. Qu'est-ce que cela signifie pour Charlotte, demanda-t-il, sa voix à peine audible. Cela signifie, dit Maître Valois, qu'elle ne peut pas accéder à cet actif. Et elle ne peut pas utiliser les informations de Camille pour soutenir son style de vie. Maman a tressailli. Elle n'aimera pas ça, murmura-t-elle. Elle n'est pas obligée, ai-je répondu. Elle doit juste arrêter. Maître Valois leur a tendu des stylos. Mes parents ont échangé un long regard. Peur, culpabilité, résignation se mêlant en quelque chose de plus lourd. Puis papa a levé le stylo, expirant comme si l'acte lui-même lui coûtait de la force.
Maman l'a regardé et a murmuré, « Est-ce que nous faisons ce qu'il faut ?» Papa a hoché la tête, bien que sa main tremblât. « C'est la seule chose qui reste à faire. » Il a signé. Maman a suivi, des larmes coulant sur ses joues. Le notaire a apposé son sceau sur les pages. Le son était net et final, comme un coup de marteau. Un instant, personne n'a parlé. Puis maman s'est essuyé le visage et a dit, à peine audible, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » J'ai rencontré son regard. « Non, dis-je. » Je ne l'étais pas, elle a baissé les yeux. Je me suis levé, sentant le poids dans la pièce se déplacer. La maison était la même, mais tout à l'intérieur avait changé. Maître Valois a rassemblé les documents, les arrangé dans sa mallette et m'a fait signe de la suivre. Quand je suis sorti, le vent d'hiver m'a frappé comme un réveil. Vif, tranchant, honnête. Derrière moi, à travers les murs fins de la maison, j'ai entendu la voix de maman, basse, urgente, effrayée. Elle l'a vraiment fait. Je t'avais dit qu'elle n'hésiterait pas, la réponse de papa était plus douce, mais j'ai quand même saisi les mots, on ne peut pas continuer à lui faire ça. J'ai descendu l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent. Mais pour la première fois de ma vie, je ne partais pas pour préserver la paix. Je partais parce que la vérité avait enfin un endroit où se tenir. Charlotte est arrivée 1 heure après le coucher du soleil, martelant la porte de mon appartement avec une force qui a fait trembler les charnières. 3 coups secs, parfaitement espacés, parfaitement intentionnels. Le genre qui me disait qu'elle les avait répétés en montant. Je venais de m'asseoir avec une couverture et une tasse de thé, espérant une soirée tranquille après le chaos avec mes parents. L'univers, apparemment, avait d'autres plans. Je suis resté figé un moment, l'écho de ses coups se propageant dans la pièce comme un avertissement. Quand j'ai finalement approché la porte et regardé à travers le Judas, mon souffle s'est coupé. Elle était trempée par la bruine hivernale, le mascara coulant sur ses joues, les cheveux crépus et collés à sa peau. Mais elle ne pleurait pas de tristesse, ça, je le savais. C'était de la rage déguisée en chagrin. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres. Elle n'a pas attendu. Elle l'a poussé plus grand et est entrée comme si elle en avait parfaitement le droit. « Tu viens de tout gâcher, » dit-elle, sa voix tremblant sous l'effort de se contenir. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille ?» Je n'ai pas bougé. J'ai fait ce qui devait être fait. Charlotte a ri, un son sec et sans humour. « Ce qui devait être fait ? Vraiment ? Tu nous as embarrassés. Tu as embarrassé maman et papa. Ils ne peuvent même plus te regarder après ce que tu as fait. » J'ai laissé échapper un lent soupir. « Charlotte, ils ont signé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils se noyaient. » Elle a fulminé. « Parce que tu as fait en sorte que ça ressemble à ça. Tu as fait paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient. » Je me suis reculé pour qu'elle puisse faire les 100 pas, sachant qu'elle le ferait de toute façon. Elle avait toujours besoin d'espace quand elle partait en vrille, et elle supposait toujours que le monde devait s'élargir pour l'accommoder. Elle a commencé à gesticuler sauvagement. Maman m'a appelé en sanglotant, disant que tu étais venu avec une avocate comme si nous étions des criminels, comme si nous étions stupides. Tu as imité ma signature, dis-je calmement. Charlotte s'est figée. Puis elle s'est tournée, les sourcils froncés comme si elle ne pouvait pas croire que j'osais mentionner ça. Comme si c'était la partie impolie de cette conversation. « Pourquoi est-ce que tu fouilles dans mes affaires ?» a-t-elle lancé. « Pourquoi essaies-tu de me faire passer pour une mauvaise personne ? Tu as utilisé mon identité pour demander un prêt. » Elle a levé les yeux au ciel et a laissé échapper un ricanement. Je pensais qu'il ne t'appellerait pas. Il n'était pas censé le faire. C'était juste censé passer. Mon rythme cardiaque a ralenti jusqu'à un bruit sourd et froid. Alors tu l'admets. Charlotte a croisé les bras, déplaçant son poids d'un pied à l'autre comme une enfant prise en flagrant délit de mensonge mais toujours déterminée à gagner la dispute. Tu rends toujours les choses dramatiques. Ce n'était pas de la fraude, c'était un raccourci. J'allais le rembourser. Charlotte, tu as écrit mon nom sur une demande de prêt. Qu'est-ce que tu crois que c'est ? Elle n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux parcourant la pièce comme si elle pouvait y trouver une version de la réalité qui lui convenait mieux. J'ai dit à maman que tu surréagirais, a-t-elle marmonné. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Elle a dit que tu aiderais, a ajouté Charlotte. Elle a dit que tu le fais toujours. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas se briser.
Se briser implique que c'était entier au départ. Non, quelque chose s'est décroché. Quelque chose d'interne a arrêté de faire semblant. J'ai attrapé le dossier que j'avais délibérément posé sur la table de l'entrée avant son arrivée. Je savais, quelque part en moi, qu'elle viendrait. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la demande de prêt avec la tentative de signature. C'est ça, ton raccourci? Charlotte a regardé la page, l'imitation inégale de mon nom, et la couleur a quitté son visage. Un instant, elle a semblé petite, comme si elle voulait se recroqueviller dans la version d'elle-même qu'elle utilisait comme bouclier. Mais ensuite, son menton s'est relevé avec un défi bien rodé. Maman a dit que ça irait, dit-elle. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas, je l'ai fixé. Ça me dérange. Ses yeux ont vacillé. Surprise, puis insulte. Alors quoi? Tu nous punis maintenant? Tu me punis? Tu as pris la maison, tu as piégé maman et papa avec ces règles stupides, tu m'as complètement exclu. Je les ai protégés, dis-je. Je me suis protégé. La lèvre de Charlotte a tremblé, mais ce n'était pas de chagrin, c'était de frustration. Le genre qu'elle utilisait pour masquer la vérité. Tu te crois si parfaite, a-t-elle sifflé. Tu te crois l'héroïne, mais tu as gâché Noël et tu as fait pleurer maman pendant des heures. Une petite partie cruelle de moi s'est demandé si maman avait pleuré parce qu'elle avait perdu l'accès à mon compte en banque. Charlotte s'est approchée. Si tu annules la fiducie, on peut arranger ça. On peut faire comme si ça n'était pas arrivé. Personne n'a besoin de savoir que tu es devenue folle et que tu as tout rendu légal. Je l'ai fixé. Je ne suis pas devenue folle. Je suis devenue lucide. Elle a cligné des yeux, ne comprenant pas. Tu ne veux pas d'une sœur, dis-je, ma voix stable. Tu veux un accès. Elle a pris une inspiration brusque. Comment oses-tu? Tu as imité ma signature, Charlotte. Ce n'est pas tu as volé mes informations. Ce n'était pas comme ça. Tu as menti à maman et papa. Sa bouche s'est refermée d'un coup, la fureur élargissant ses yeux. Tu m'as fait exclure de Noël pour que je ne sois pas là quand la banque appellerait, dis-je. Admets-le. Elle a détourné le regard, la mâchoire si serrée qu'un muscle a sauté sur sa joue. Son silence était plus honnête que tout ce qu'elle avait dit de toute la soirée. Une seule larme a coulé sur sa joue, mais même cela semblait être une arme. Maman ne te pardonnera jamais pour ça. J'ai senti les mots plutôt que de les entendre. Une menace fatiguée et prévisible. Une que maman avait utilisée pendant des années, une que Charlotte avait appris à imiter en grandissant. Je ne lui demande pas de le faire, dis-je tranquillement. Charlotte a frotté sa manche sur ses yeux, faisant à nouveau les 100 pas. Puis elle s'est arrêtée à la porte, agrippant la poignée comme si elle avait besoin de quelque chose de solide avant que son monde ne s'effondre. Tu te crois libre maintenant, a-t-elle craché. Tu crois que nous couper les ponts te rend forte? Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas approché d'elle. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement dit, je comprends enfin où se trouve la porte. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, les yeux brûlants. Puis elle a ouvert la porte d'un coup sec. La lumière du couloir l'a encadrée alors qu'elle sortait, laissant des empreintes humides sur le sol. Joyeux Noël, Camille, dit-elle amèrement. Et elle a claqué la porte derrière elle. L'écho a fait vibrer l'air. Je suis resté dans le calme qui a suivi. Le genre de calme qui n'était pas vide, mais propre, frais, différent. Charlotte était partie, mais les dégâts qu'elle avait causés, la vérité qu'elle avait révélée, se propageaient encore dans tous les coins de ma vie. Et l'appel suivant que j'ai reçu n'était pas d'elle. C'était d'un homme disant qu'il avait trouvé une boîte avec mon nom dessus, une boîte remplie de choses que Charlotte n'avait jamais voulu que je voie. L'appel est arrivé juste après 9 heures le lendemain matin, au moment où j'essayais de me convaincre de manger quelque chose. Le téléphone a vibré sur le comptoir, l'écran s'illuminant d'un numéro inconnu de la région de Tours. Une seconde, j'ai envisagé de le laisser aller sur la messagerie vocale, chaque appel de Tours dernièrement avait apporté une nouvelle variation de déception. Mais quelque chose m'a poussé, alors j'ai décroché. C'est bien Camille Hartmann, a demandé une voix rocailleuse. Oui, dis-je lentement. Ici Didier. Je gère l'entrepôt de la rue Bellevue. Nous avons vidé un box laissé après le nettoyage d'une propriété. Je crois que nous avons trouvé quelque chose à votre nom. Mon cœur s'est emballé. Mon nom? Oui, madame. Écrit sur le côté d'une boîte.
Je pensais que vous voudriez y jeter un œil avant qu'on ne jette quoi que ce soit. Un frisson m'a parcouru le dos. À qui appartenait le box? Aux anciens propriétaires, dit-il. Un couple nommé Hartmann. Mes parents. J'ai attrapé mon manteau avant même que l'appel ne se termine. Le trajet jusqu'à la rue Bellevue m'a donné l'impression de m'enfoncer plus profondément dans une histoire que je n'étais pas censé découvrir. L'entrepôt se trouvait derrière une clôture grillagée, des rangées de portes en métal pâle s'étendant sur un béton fissuré. Didier, un homme d'une soixantaine d'années avec une chemise en jean et des yeux fatigués, m'a accueilli à l'entrée et m'a guidé à travers les allées. Ce box a été vidé la semaine dernière, dit-il alors que nous marchions. Vos parents nous ont dit que la plupart, c'était des vieilleries. Bien sûr qu'il l'avait dit. Il s'est arrêté devant un petit box ouvert. À l'intérieur, une seule boîte en carton était posée sur une table pliante, les coins ramollis par l'âge. Mon nom de famille était griffonné sur le dessus avec un marqueur noir épais, Camille H. Je ne me souvenais pas d'avoir emballé quelque chose comme ça. Je ne me souvenais pas d'avoir jamais rien stocké ici. Ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait écrit mon nom. Didier a croisé les bras. Je ne l'ai pas ouverte, dit-il. Je me suis dit que vous devriez le faire. Mes doigts ont tremblé en soulevant le couvercle. Des papiers. Pas de photos, pas de décoration de Noël, pas de souvenirs oubliés. Des papiers. Des dossiers, des reçus, des relevés, des pages volantes, des cahiers à spirale, tout pêle-mêle comme si quelqu'un avait essayé de les cacher à la hâte. La première pile que j'ai sortie était un paquet de reçus. Boutique, salon, supermarché, presque tous provenant de lieux proches de l'appartement de Charlotte. Des dépenses que je ne reconnaissais pas. Certaines correspondaient à des entrées de ma feuille de calcul, d'autres non. Puis j'ai trouvé pire. Une demande de prêt à moitié remplie. La partie supérieure remplie de l'écriture de Charlotte, ses lettres en forme de bulle, inimitables. La section garant avait mon email, mon ancien numéro de téléphone et mon ancienne adresse. La ligne de signature était vide, mais les marges étaient remplies de tentatives tremblantes de mon nom. Des signatures d'entraînement. Des dizaines. Mon estomac s'est tordu. J'ai fouillé plus profondément dans la boîte et j'ai sorti un cahier à spirale avec une couverture bleue. La première page était intitulée « Budget 2021 à 2023 ». À l'intérieur, il y avait des listes de dettes de Charlotte, des soldes de cartes de crédit, des dates d'échéance. À côté de plusieurs entrées, elle avait écrit « Demandez à maman si Camille peut t'aider. Utilisez le crédit de Camille, elle ne dira pas non si c'est pour eux. Pas Charlotte. Utilisez mon nom au nom de la famille. Comme si mon identité était une ressource domestique. Mes yeux ont piqué de chaleur, mais j'ai continué à tourner les pages. Plus de gribouillis, des notes sur les factures qu'elle prévoyait de reporter, un rappel pour appeler la banque, une ligne qui m'a glacé, garder Camille hors de la boucle jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai dégluti difficilement. Le cahier a glissé entre mes mains. J'ai pris une autre pile de papier, celle-ci plus ordonnée. L'écriture de ma mère sur la page du dessus, liste des factures que Camille peut couvrir si besoin. Charlotte contrariée, évitez de parler finances. Camille paiera discrètement, ne pas la stresser. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ma mère avait écrit une véritable liste des responsabilités que j'absorberais, comme si j'étais un plan de sécurité, comme si j'étais une institution. J'ai continué à lire quand même si ça faisait mal. Près du bas, il y avait une photocopie de mon permis de conduire. Derrière, des photocopies de formulaires avec mes informations dans les champs. Des demandes qui avaient été commencées mais pas soumises. Ou peut-être qu'elles avaient été soumises et rejetées. Puis une feuille de cahier volante avec l'écriture de Charlotte à nouveau, mais cette fois les lettres étaient précipitées, déchiquetées. Obtenir un nouveau téléphone, le numéro de Camille pourrait bientôt être signalé. Signalé. Parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait était illégal. Parce qu'elle savait que les tentatives de prêt la rattrapaient. Parce qu'elle prévoyait d'essayer à nouveau. Mes mains étaient froides, presque engourdies. Didier s'est déplacé maladroitement à proximité. Je ne voulais pas être indiscret, dit-il doucement. Je pensais juste que quelqu'un devrait vous la donner. Il y avait un homme ici la semaine dernière qui la cherchait, mais il n'a pas laissé de numéro. Je me suis redressé. Un homme? Didier a hoché la tête. Plus jeune, veste sombre, très agité.
Il nous a dit de ne rien jeter, a dit que la boîte pourrait tout ruiner. Un frisson glacial s'est propagé dans ma colonne vertébrale. Charlotte n'avait pas de petit ami, à ma connaissance. Du moins, pas un que maman ait mentionné. Mais elle mentait facilement, fréquemment. A-t-il dit qui il était, ai-je demandé. Pas de nom, dit Didier. Il est parti précipitamment quand je lui ai dit que nous n'étions pas autorisés à remettre quoi que ce soit sans une pièce d'identité valide. Un instant, tout ce que je pouvais faire était de m'agripper au bord de la boîte pour me stabiliser. Quelqu'un d'autre savait que cette boîte existait. Quelqu'un d'autre s'inquiétait de ce qu'elle contenait. Quelqu'un d'autre essayait de s'assurer que je ne la verrais pas. J'ai rassemblé les papiers dans la boîte, bien que mes mains tremblassent encore trop pour les empiler soigneusement. Quand le couvercle s'est finalement remis en place, j'ai senti une étrange stabilité creuse s'installer dans mes côtes. Il ne s'agissait plus de paiement manqué. Il ne s'agissait plus de l'irresponsabilité de Charlotte. Il ne s'agissait même plus de Noël. Il s'agissait d'années de choix cachés, calculés, faits dans mon dos. Il s'agissait d'un schéma conçu pour me garder dans l'ignorance et maintenir Charlotte à flot. Il s'agissait d'un système familial qui comptait sur mon silence. Didier m'a raccompagné à la voiture. Il m'a aidé à soulever la boîte dans le coffre et s'est essuyé les paumes sur son jean. Parfois, les choses que les gens essaient le plus de cacher sont celles qui ont le plus besoin de lumière, dit-il tranquillement. Ces mots ont résonné plus profondément qu'il ne le pensait probablement. Je l'ai remercié, j'ai fermé le coffre et je suis monté dans la voiture. L'air froid a mordu l'intérieur de mes poumons alors que j'expirais. La boîte derrière moi pesait sur tout le véhicule, traînant toutes mes années de complicité silencieuse dans le présent, où elles exigeaient enfin une attention. Alors que je quittais le parking, la neige a recommencé à tomber, douce, silencieuse, implacable. Tout ce que j'avais besoin de voir était dans cette boîte. Et la première personne à qui j'allais la montrer était Maître Valois. La boîte était posée sur le siège passager comme une chose vivante, plus lourde que le carton n'avait le droit de l'être. Je me suis garé sur le parking vide d'un supermarché à 3 km du bureau de Maître Valois et j'ai coupé le moteur, laissant le silence m'engloutir. Mes mains tremblaient encore, à cause de l'entrepôt, des mots de Didier, de la vue de mon nom écrit sur des demandes que je n'avais jamais vues, jamais acceptées, jamais signées. Le chauffage cliquetait doucement. Dehors, la neige tombait en spirale paresseuse, s'accumulant sur le pare-brise en fine couche. J'ai appuyé mon front contre le volant, inspirant par le nez, expirant par la bouche, comme je le faisais lorsque les crises de Charlotte consumaient des pièces entières. Sauf que cette fois, c'était la vérité qui me consumait. Un morceau de papier s'était échappé de la boîte lorsque je l'avais sorti de l'entrepôt. Il reposait sur le siège à côté de moi. L'écriture déchiquetée de Charlotte utilisait le crédit de Camille, elle ne dira pas non. Cette seule ligne a creusé quelque chose en moi. Je n'étais pas une sœur pour elle. J'étais une ressource. Quelqu'un à qui emprunter, de qui prendre, de qui vider sans conséquence. J'ai ramassé la page et je l'ai remise dans la boîte. Je ne pouvais plus rester assise là. Maître Valois devait tout voir. Le trajet jusqu'à son bureau m'a semblé irréel. Mon esprit rejouait des scènes d'années que je n'avais pas réalisées être des signes avant-coureurs. Charlotte me tendant ma propre carte de crédit avec un sourire narquois. Maman insistant qu'il gérait la situation pendant que je couvrais une autre facture. Papa disant, n'inquiète pas ta mère, elle est déjà assez stressée. Combien de fois m'avait-il éloigné de la vérité? Combien de fois avais-je obtempéré parce que je les aimais? Quand je me suis garé devant l'immeuble victorien, Maître Valois était déjà à la porte, comme si elle m'attendait. Elle n'a pas fait de signe, elle a simplement hoché la tête une fois, calme et stable. Vous l'avez apporté, dit-elle lorsque je suis entré, ses yeux se posant sur la boîte. C'est pire que ce que je pensais, ai-je murmuré. Je m'en doutais, a-t-elle répondu. Elle m'a conduite directement à la salle de conférence. La longue table en bois brillait sous une douce lumière de lampe. J'ai posé la boîte. Le bruit sourd a résonné contre le haut plafond. Maître Valois a sorti une paire de lunettes et m'a fait signe de m'asseoir. Voyons voir ce qu'ils vous ont caché. Mes mains ont survolé le couvercle un instant. L'ouvrir ici, c'était comme faire tomber le dernier rideau, exposer tout, la manipulation de ma famille, ma propre complicité, toutes les façons dont j'avais été aveugle par choix ou par épuisement. Mais je l'ai ouverte quand même. Des papiers se sont déversés, reçus, relevés, cahiers, demandes. Maître Valois a commencé à trier en silence.
Elle a formé 3 piles avec une précision chirurgicale. Abus financier, dit-elle en tapotant la première pile. Reçu, retrait, transaction qui n'avait aucun sens pour un foyer prétendument à court d'argent. Usurpation d'identité, ajouta-t-elle, posant sa main sur la seconde. Demande de prêt, la photocopie de mon permis, les signatures d'entraînement, mon adresse email griffonnée de l'écriture de Charlotte. Et schéma de manipulation, a-t-elle terminé, mettant les cahiers de côté. Les listes que maman faisait, les notes que Charlotte écrivait, les rappels pour me tenir dans l'ignorance. Elle a tapoté la 3e pile avec son stylo. C'est la partie que les gens sous-estiment le plus. La partie émotionnelle? La manipulation est le fondement de tous les cas d'exploitation financière que j'ai traités. Et ceci, elle a pris le cahier où Charlotte avait écrit « Ne pas le dire à Camille avant les fêtes » est un plan directeur. J'ai eu la nausée. Une respiration tremblante s'est échappée de ma poitrine. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maître Valois n'a pas répondu immédiatement. Elle a pris la photocopie de mon permis de conduire, étudiant la légère courbure dans le coin plastifié. Cela n'a pas été trouvé par accident. Quelqu'un a mis ça dans ce box. Elle a sélectionné les signatures d'entraînement. Elle se préparait. J'ai pressé mes paumes contre mes cuisses. Je sais. Puis Maître Valois a regardé la demande de prêt avec mes informations griffonnées et son expression s'est durcie. C'est suffisant pour déposer une plainte. La pièce a légèrement tangué. Les mots « déposer une plainte » ont résonné d'une voix qui aurait pu être la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. J'ai imaginé Charlotte me noter, maman pleurant et me blâmant, papa détournant le regard comme il le faisait toujours quand il ne pouvait pas gérer la vérité. Je ne suis pas prête à faire ça, dis-je. Pas encore. Maître Valois a acquiescé. Mais nous allons vous protéger, que vous déposiez plainte ou non. Elle a sorti une pile de formulaires de sa mallette. Voici le plan de gel. Nous bloquons toutes les voies que votre famille a utilisées pour siphonner votre vie. J'ai fixé la pile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'après aujourd'hui, ils ne pourront plus emprunter en votre nom. Ils ne pourront plus ouvrir de crédit. Ils ne pourront plus refinancer en utilisant vos informations. Ils ne pourront plus accéder à vos comptes financiers. Pas un seul centimètre de votre identité ne leur sera disponible. Sa voix était calme. Pas froide, pas en colère, juste factuelle. Inébranlable. J'ai hoché la tête lentement. Dites-moi où signer. Nous avons passé la demi-heure suivante à tout régler. Une alerte à la fraude auprès des 3 principaux organismes de crédit, un gel complet du crédit, une demande de documentation pour chaque tentative de vérification de crédit faite au cours des 12 derniers mois. Puis Maître Valois a ouvert un dossier marqué « Amendement de fiducie ». La maison de vos parents sera scellée, dit-elle. Pas de nouvelles hypothèques, pas de refinancement, aucun accès accordé à quiconque sauf aux fiduciaires indépendants que nous nommons aujourd'hui. Mon estomac s'est retourné. Charlotte ne pourra pas y toucher. Elle ne pourra même pas respirer près d'elle, dit Maître Valois simplement. Et si elle essaie, la fiducie se verrouille automatiquement. Un instant, je suis resté assise là, laissant ces mots s'installer autour de moi comme un bouclier. Maître Valois a fait glisser l'amendement vers moi. Signez ici. Au moment où j'ai signé le dernier document, 10 pages plus tard, ma main tremblait. Pas de peur, mais de la sensation inconnue de prendre le contrôle. Vous êtes en train de reprendre votre vie, dit Maître Valois, me regardant attentivement. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai expiré lentement. C'est étrange. Ça deviendra plus facile, a-t-elle répondu. Les limites semblent toujours étranges aux personnes qui ont été entraînées à les ignorer. Ces mots m'ont profondément touché. Maintenant, dit-elle en se penchant en arrière, il y a une dernière étape. Elle m'a tendu une feuille de papier vierge. Écrivez une lettre au fiduciaire. Expliquez le schéma d'abus, listez les tentatives de fraude et demandez formellement qu'aucun membre de votre famille ne soit informé des changements, sauf si la loi l'exige. J'ai fixé la page. Qu'est-ce que je dis? Des faits, dit Maître Valois. Seulement des faits. Laissez la vérité suffire. Alors j'ai écrit, ligne après ligne. Tout ce que j'avais découvert, tout ce qu'ils avaient fait, tout ce que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai terminé, Maître Valois a parcouru la lettre et a hoché la tête. C'est le tournant, dit-elle. J'ai glissé la lettre dans le dossier, et pour la première fois depuis des années,
je n'ai pas eu l'impression que le sol sous mes pieds était instable. Je me sentais ancré à moi-même, à la vérité, à la vie que j'avais enfin la permission de protéger. Dehors, le ciel s'était assombri, les nuages épais et bas. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le vent me cinglant les joues, mais je n'avais pas froid. Mon téléphone a vibré. Une notification de la Banque de France. Gel de crédit activé. Une autre d'Experian, une troisième de TransUnion. Tous les trois verrouillés, protégés, à moi. Je me suis assise sur le siège du conducteur, regardant les notifications briller sur mon écran. Pendant des années, ma vie avait été quelque chose que d'autres empruntaient. Plus maintenant. Les portes qu'ils avaient utilisées, certaines discrètement, d'autres audacieusement, étaient maintenant fermées, scellées. Et si quelqu'un essayait de les pousser à nouveau, je serais enfin de l'autre côté. L'appartement semblait différent quand je suis rentré ce soir-là, comme si quelque chose dans l'air avait changé sans permission. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à de l'espace. Large, intact, attendant que j'y entre. J'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai réalisé que je ne me préparais pas à un message vocal, à une urgence ou à une demande. Mes épaules, si habituées à se contracter, sont restées lâches. J'ai allumé une seule lampe dans le salon, laissant sa lueur chaude s'installer dans les coins. Les guirlandes lumineuses que je n'avais jamais pris la peine d'enlever clignotaient doucement contre la fenêtre. Je n'étais pas sûr de les aimer ou si elles étaient simplement familières, mais pour la première fois depuis des jours, elles ne ressemblaient pas à des restes d'obligations que je n'avais pas réussi à remplir. Mon téléphone a vibré sur la table. 9 appels manqués de maman. 3 autres de papa. 2 SMS de numéros inconnus que je n'ai pas pris la peine d'ouvrir. Quand j'ai écouté le premier message vocal de maman, sa voix était vive, tremblante d'une détresse bien rodée. Camille, ta sœur est dévastée. Tu nous as pris par surprise. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. Je l'ai supprimé avant qu'elle ne finisse. Le message vocal suivant était plus calme, plus doux, destiné à pousser plutôt qu'à frapper. Tu n'étais pas obligé de faire venir des avocats. Ton père est anxieux. Charlotte est sensible. Ça fait du mal à tout le monde. Supprimé. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'allais bien. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé à la cuisine, ouvrant le frigo sans vraiment chercher quelque chose. Je n'avais pas faim. Je n'étais pas fatigué. J'étais simplement immobile. Et cette immobilité ressemblait à de l'oxygène. Une vieille habitude m'a tiraillé, et j'ai attrapé mon agenda. Pendant des années, ma vie avait été un calendrier rotatif des besoins familiaux. Rappel de médicaments pour papa, rendez-vous chez le dentiste pour maman, date limite de loyer pour Charlotte. J'ai tourné à la page du mois prochain et j'ai fixé les notes que j'avais écrites des semaines auparavant, par routine. Bilan de cholestérol de papa, nettoyage annuel de maman, renouvellement du bail de Charlotte, un rappel pour recommander les compléments de maman, un rappel pour vérifier le remboursement des frais kilométriques de papa. Chaque ligne était la preuve d'une vie passée à soutenir celle des autres. J'ai cliqué sur chaque rappel et j'ai appuyé sur supprimer. 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 Chaque clic, c'était comme enlever une autre couche d'attente sous laquelle je m'étais piégé. Je me suis arrêté au dernier, loyer Charlotte dû. Un instant, un souvenir a vacillé. Moi, faisant un virement à minuit il y a 2 ans parce qu'elle avait encore oublié, et maman m'avait supplié avec cette voix fragile qui me faisait toujours plier. Je l'ai supprimé. La pièce semblait plus légère. J'ai mis l'agenda de côté et je me suis dirigé vers ma bibliothèque, passant mes doigts sur les dos des livres. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais lu quelque chose juste pour moi. Tout, ces dernières années, avait été une question de gestion, de réparation, d'anticipation. J'ai sorti un roman au hasard, non pas parce que j'avais l'intention de le lire, mais parce que je voulais me souvenir de ce que c'était que de choisir quelque chose sans culpabilité. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était papa. Son message vocal était lent, lourd. Ta mère est contrariée. Charlotte est. Eh bien, elle est émotive. Tu n'avais pas besoin d'aller à de telles extrémités. J'ai appuyé sur supprimer dès que la culpabilité familière a commencé à monter dans ma poitrine. Puis j'ai pris une grande respiration, une respiration purifiante. Je n'étais plus obligé d'absorber ça. La prise de conscience m'a submergé comme de l'eau chaude. J'ai préparé le dîner.
Pas parce que quelqu'un l'attendait, pas parce que quelqu'un avait besoin de moi, pas parce que je devais me dépêcher de résoudre une crise. J'ai cuisiné parce que mon corps demandait quelque chose de chaud. Des légumes rôtis, une tranche de pain au levain, un verre de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Ce soir semblait assez spécial. J'ai mangé lentement, savourant la nourriture au lieu de l'avaler entre deux appels téléphoniques ou deux vagues de culpabilité. L'appartement était calme, mais il n'était pas vide. Il semblait plein. Plein de choix, plein de souffle, plein d'une vie qui avait maintenant de la place pour moi. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle méthodiquement. Ce n'était pas une corvée, c'était un ancrage. Une façon de reconquérir l'espace, centimètre par centimètre. Puis un autre souvenir a refait surface. Des années auparavant, à une fête de Noël, je m'étais excusé du dîner parce que maman avait chuchoté que Charlotte s'était enfermée dans la salle de bain. Je me suis souvenu d'être debout dans le couloir, persuadant ma sœur de sortir pendant que la dinde refroidissait et que les invités échangeaient des regards gênés. Quand Charlotte est finalement sortie, le mascara coulant mais dramatique comme toujours, maman l'a serrée dans ses bras et a murmuré « Dieu merci, Camille est stable ». Ils ne m'ont jamais demandé si j'allais bien après avoir manqué mon propre repas. Ce soir, j'ai mangé chaque bouchée. Plus tard, j'ai trié un tiroir de paperasse. Vieux reçus, notes, liste de médicaments que je gardais pour mes parents. J'ai déplacé chaque document les concernant dans une boîte. Pas pour les jeter, juste pour les mettre de côté. Je l'ai étiqueté avec un marqueur noir épais, plus ma responsabilité. Le marqueur a grincé contre le carton. Le son était étrangement satisfaisant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS, cette fois de Charlotte. Tu as détruit Noël et cette famille. J'espère que tu es fier. Quelque chose en moi est devenu silencieux, puis plus clair. Elle n'a pas dit pardon. Elle n'a pas admis ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Sa douleur n'était pas du chagrin, c'était une perte d'accès. J'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. La paix. Les heures ont passé. J'ai allumé une bougie, éteint les plafonniers et laissé la flamme douce projeter des ombres dans la pièce. Ce calme, ce silence, n'était pas celui qui venait de l'abandon. C'était celui qui venait de la reconquête de l'espace. Mon téléphone a vibré une dernière fois vers 22 heures. J'ai failli l'ignorer, mais l'aperçu de la transcription a attiré mon attention. Ta mère m'a demandé de prendre de tes nouvelles. Elle s'inquiète de la façon dont tu pourrais réagir. La voix d'une femme. Quelqu'un que maman connaissait mais à qui elle ne voulait pas parler directement. Même maintenant, même après tout, ma mère voulait être rassurée qu'elle n'était pas la méchante de sa propre histoire. Elle voulait s'assurer que je ne prévoyais rien qui l'obligerait à se sentir coupable. J'ai fixé le message, la bougie vacillant à côté de moi. Il ne s'inquiétait pas de me perdre. Il s'inquiétait de perdre ce que je fournissais. La vérité a atterri doucement cette fois. J'ai posé le téléphone délicatement et je suis allé à la fenêtre. Dehors, des flocons de neige tombaient en lente spirale, captant la lumière des lampadaires. Le monde semblait calme, propre. Je suis enfin libre, ai-je murmuré, presque sans le vouloir. Et je l'étais. Je n'ai pas répondu au message vocal. Je n'ai pas rappelé. Je ne me suis pas expliqué, ni n'ai adouci les angles, ni n'ai offert de réconfort là où on ne m'en avait jamais donné. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence. Non pas comme un fardeau, mais comme une frontière. Je me suis blotti sur le canapé avec la couverture, encore chaude de tout à l'heure. La bougie a vacillé une dernière fois avant de stabiliser sa flamme. Ma respiration a ralenti, mon corps s'est détendu dans les coussins. Le calme ne me faisait plus peur. Il ressemblait à une porte. Et demain, je la franchirais. La lumière du matin n'était pas vive, juste assez douce pour toucher les bords de l'appartement et me rappeler que le monde n'avait pas pris fin. Même si quelque chose en moi l'avait fait. Ou peut-être que quelque chose avait commencé. Je me tenais près de la fenêtre avec une tasse de thé, réchauffant mes paumes, regardant la neige dehors s'accumuler sur la balustrade comme une nouvelle couche de silence. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à de l'attente. Il ressemblait à de la paix. Pas d'appels manqués, pas de SMS frénétiques, pas de culpabilité dégoulinant de mes notifications comme avant. Juste l'immobilité.
Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai commencé à nettoyer l'appartement. Non par obligation, non pour faire de la place à quelqu'un d'autre, mais pour me faire de la place. J'ai ouvert des tiroirs que je n'avais pas touchés depuis des années, sortant des piles de vieux reçus, des notes pour les rendez-vous de mes parents, des listes de courses qu'ils avaient envoyées, des rappels que j'avais créés pour m'occuper des choses qu'ils oubliaient. Un par un, je les ai placés dans une grande boîte en carton. Chaque facture payée en leur nom, chaque note que je m'étais écrite pour prendre des nouvelles de maman, chaque imprimé des paiements en retard de Charlotte que j'avais discrètement couvert. Tout le travail invisible d'une vie. J'ai scellé la boîte avec une bande de ruban adhésif solide et j'ai écrit dessus avec un marqueur épais, plus ma responsabilité. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Une frontière tracée doucement mais sans équivoque. En rangeant la boîte au fond du placard, j'ai trouvé une autre enveloppe, datant d'années, jaunie sur les bords. L'écriture de Charlotte sur le devant. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une facture d'hôpital d'une visite aux urgences des années auparavant. Listée sous contact principal, mon nom, mon numéro, mon adresse. Une autre décision qu'elle avait prise sans demander. Mais au lieu de la douleur familière, j'ai ressenti une étrange légèreté. Non pas parce que ça ne faisait plus mal, mais parce que j'ai enfin compris que la douleur n'était pas de ma faute. J'ai mis l'enveloppe de côté et je suis retourné dans la cuisine, respirant l'odeur chaude de l'ail rôti et du thym. J'avais commencé à cuisiner sans même m'en rendre compte, laissant mes mains bouger par instinct, coupant des légumes, frottant des herbes sur un petit poulet, préparant un repas qui n'était pas pour une foule, ni pour la gestion de crise, ni pour les préférences de quelqu'un d'autre. C'était juste pour moi. J'ai mis la table lentement, intentionnellement. Une assiette, une fourchette, une serviette en lin que j'utilisais rarement. J'ai versé un verre de vin rouge, j'ai regardé la façon dont la lumière se reflétait à sa surface et, pour la première fois en plus de 10 ans, le dîner de Noël n'avait pas l'air d'une performance. C'était la vie. La première bouchée avait le goût du soulagement. Chaude, savoureuse, réconfortante. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, comme je n'avais savouré presque rien dans ma vie d'adulte. Personne n'a appelé pour interrompre, personne n'avait besoin que je vienne à sa rescousse, personne ne s'attendait à ce que je sauve la fête. Quand j'ai fini de manger, j'ai lavé l'unique assiette à la main et je l'ai séchée avec le torchon que maman m'avait brodé lorsque j'avais déménagé pour la première fois. Une petite boule s'est formée dans ma gorge, mais ce n'était plus du chagrin. C'était de l'acceptation. J'ai plié le torchon soigneusement et je l'ai remis dans le tiroir. Puis je me suis rassise à table avec 2 feuilles de papier à lettres. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai écrit une lettre à mes parents. Honnête, stable, sans reproche. Je vous aime, je vous ai toujours aimé. Mais je ne peux plus porter le poids que vous avez placé sur moi. Je n'ai pas quitté la famille, j'ai simplement quitté un rôle qui me détruisait lentement. Et une à Charlotte, plus courte, plus simple. J'espère que tu apprendras un jour à prendre tes responsabilités. Je choisis maintenant un chemin différent, un chemin qui ne me fait pas mal à parcourir. J'ai plié les 2 lettres et je les ai glissées dans une enveloppe que je n'ai jamais eu l'intention de poster. Les écrire, ce n'était pas pour être entendu. C'était pour lâcher prise. La dernière lumière du jour s'est estompée en un gris doux. Des flocons de neige tapaient doucement à la fenêtre. Tout l'appartement bourdonnait d'un calme que je ne savais pas nommer. Je me suis blotti sur le canapé avec une couverture, laissant la chaleur m'envelopper. Mon téléphone a vibré une fois. Un message de vœux d'un collègue qui me connaissait à peine, mais qui se souciait plus que la plupart de ma famille ne l'avait jamais fait. Le message m'a fait sourire, de cette petite manière discrète dont on sourit quand quelque chose touche une vieille échymose, doucement, au lieu d'appuyer dessus. J'ai murmuré dans la pénombre de la pièce, je vais enfin bien. Et pour une fois, j'y ai cru. J'ai pensé à tous ceux qui ont porté trop de choses, qui ont été les stables, à qui on a dit de se taire pour préserver une paix qui ne les incluait jamais. J'ai pensé à combien de personnes ont appris à se faire petites pour une famille qui ne le remarquait pas. Cette histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartient à tant de personnes comme moi. Si vous avez déjà dû vous choisir, pour la première fois, vous connaissez ce sentiment. Le tremblement de la liberté, la douleur des limites, la douceur d'une paix que vous ne saviez pas mériter.